malgré leurs différences, ont en commun une relation avec l'espace et cette spatialisation a, entre autres, effet de reconfigurer la temporalité. Alors, il s'agit d'abord de la mémoire orale et ses liens avec l'ars memoriae, l'ordinateur et la cité. Permettez-moi, pour ceux qui étaient là l'année dernière, de revenir en première partie, disons, sur deux cas que je vous ai déjà présentés. Ils étaient essentiels à mon argumentation, mais j'en ai quand même profité pour approfondir et tirer de nouvelles conclusions. Je vais lire ma présentation rapidement. Je dépassais déjà les 20 minutes, donc soyez attentifs. Je vais lire rapidement. J'avais des extraits vidéo pour vous. S'il reste un peu de temps à la fin, je passerai les extraits vidéo. Donc, vous devrez me croire sur parole selon les descriptions que j'ai déjà intégrées dans mon texte. Alors, avec Fahrenheit 450, avec Becoming Fahrenheit 451, F. 432 transforme le roman de science-fiction Fahrenheit 451 de Ray Bradbury en un work in progress qui dure depuis 2007. Ce vaste projet comporte de multiples ramifications, plusieurs séries photographiques, des vidéos, des textes, mais ce qui m'intéresse ici plus particulièrement, ce sont les performances dans lesquelles l'artiste met à l'épreuve sa mémoire en récitant des passages du roman à haute voix. Le choix du roman est loin d'être innocent. Vous connaissez sans doute son récit. Fahrenheit 451 raconte comment les gens mémorisent des livres pour les sauvegarder de la destruction, car leur disparition mènerait à une terrible amnésie. La mémoire devient ainsi la seule archive possible du savoir, et la littérature retourne à sa forme archaïque d'avant l'écriture, l'oralité. Et l'oralité rappelle ici que le corps serait la première architecture de mémoire. Les performances de l'artiste dépendent entièrement de la structure et du fonctionnement de la mémoire humaine, ainsi que des fonctions cognitives du cerveau, autrement dit sa capacité de mémorisation. Au début du projet, en 2007, F432 avait l'intention de mémoriser l'entièreté du livre et elle s'est livrée pendant plusieurs années à des expériences sur la mémoire. Elle a eu recours à des techniques de mémorisation empruntées, entre autres, à l'ars memoriae. Quelques mots sur cet art de mémoire, qui est aussi appelé une méthode des lieux, faisant ici directement référence à son principe de spatialisation, comme on l'a vu hier avec la présentation de Larissa Driansky. Pratiquée depuis l'Antiquité, cette méthode mnémotechnique sert à mémoriser la connaissance humaine en associant des éléments à des souvenirs ou à des images de lieux. Cette méthode trace un lien très fort entre la mémoire, le corps et l'espace, c'est-à-dire entre oralité et visualité, puisque la spatialisation est une forme visuelle. L'ars memoria a donné lieu, comme on l'a vu hier, à des représentations spatiales. Les théâtres de mémoire de la Renaissance, par exemple, qui, afin de favoriser la mémorisation de listes d'éléments de plus en plus longues et complexes, ont commencé à décomposer et à classer la connaissance humaine dans un système rationnel. Le roman original de Ray Bradbury ramenait la littérature à une trace mémorielle impalpable. La remémoration du roman est littéralement un acte performatif au sens où l'entendait Paul Austen, dans la mesure où F432 réalise l'action du roman par le fait même de sa mémorisation. Mais après plusieurs essais et consultations chez des spécialistes de la mémoire, F432 réalise que l'espace de stockage nécessaire à la mémorisation du livre dépasse largement les capacités du cerveau humain. Sur son site web, elle mentionne qu'après des années d'exercice, elle n'a jamais pu retenir plus de 50 pages à la fois et la plupart d'entre elles se perdent actuellement dans d'étranges collages mentaux où les mots et les phrases se recombinent, se reconfigurent, se mélangent, disparaissent et réapparaissent de façon inconsciente et incontrôlable. L'oubli fait ainsi partie intégrante de la mémoire et les performances peuvent être ponctuées de longs silences. L'image que vous voyez maintenant à l'écran est Engramme, le monde des idées, une œuvre de l'artiste Nicolas Bayer réalisée en 2013.
Engram emprunte son titre à un terme de neuropsychologie qui renvoie au processus par lequel les souvenirs s'inscrivent dans le cerveau. Voici la définition que l'on retrouve sur Wikipédia. Engram est un terme issu, Engram est un terme issu du grec en, c'est-à-dire dans, et gramma, c'est-à-dire écriture. En neuropsychologie, l'engramme est la trace biologique de la mémoire, trace ou artefact mnémonique dans le cerveau. On attribue l'élaboration de la mémoire à des modifications biochimiques des synapses, des 86 à 100 milliards de neurones du cerveau humain, on l'a vu rapidement hier, connectés en réseau de neurones. Une seule neurone peut se connecter à 100 000 autres neurones, ce qui produit environ 1 million de milliards de connexions possibles. Engramme est donc la trace de la mémoire dans le cerveau. Une des images que vous voyez derrière l'œuvre, qui est la grande structure dont je vais vous parler tout à l'heure, est une photographie qui s'intitule d'ailleurs « Neurones » en référence justement à cette structure de flux d'informations dans le cerveau. Je n'ai que très peu de détails sur cette image pour le moment. Je sais seulement que sa production a été complexe, qu'elle a nécessité des mois et des mois de travail, qu'elle est un collage de fichiers microscopiques de l'activité cérébrale. Autrement dit, un portrait intime et abstrait de la mémoire et des machinations humaines. La structure d'engramme, le monde des idées de Nicolas Bayer, est fabriquée de minces volumes de métal jouxtés à du caoutchouc. Elle reproduit les compartiments d'un conteneur informatique utilisé pour stocker des données, mais sans leur contenu. La structure est vide, seuls les contours de son architecture sont visibles. Voici comment Nicolas Bayer l'a décrit. La sculpture reproduit une base de données, un conteneur informatique servant à la collecte, au stockage et à l'utilisation de renseignements. Techniquement, les fichiers contenus dans une base de données de cette taille pourraient contenir tous les livres produits par l'humanité dans toutes les langues depuis l'invention de l'écriture, aussi bien dire une part essentielle du savoir humain. L'œuvre propose un portrait de l'univers numérique, le nôtre. Fin de la citation. Ce calcul est basé sur les chiffres fournis par Google. Encore Google. En 2010, au moment où la compagnie annonçait son projet de cataloguer et d'archiver l'ensemble du savoir écrit sur la planète. Ce projet, Google Book, fait partie de la mission que Google s'est donnée d'organiser les informations du monde et de les rendre accessibles et utiles universellement. On donnait une représentation visuelle, spatiale, impliquait d'une part de pouvoir calculer le nombre de livres publiés et d'autre part de pouvoir calculer l'espace de stockage nécessaire en fonction de la technologie la plus récente. Selon les algorithmes de Google, le nombre de livres est proche de 130-140 millions. Je vous rappelle ici brièvement les grandes lignes de cette vaste opération d'archivage controversée, telle que rapportée par les médias au moment de cette annonce. Google reconnaît qu'il est pratiquement impossible de faire le compte de tous les livres jamais écrits. Certains sont disparus dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais Google Books a besoin d'une estimation, même relative ou imprécise, du nombre d'ouvrages à numériser. La première difficulté rencontrée fut de déterminer ce qu'est un livre et comment avoir accès à l'ensemble des données sur les livres existants. Après avoir établi un certain nombre de règles, Google établit qu'il existerait 1 milliard de livres différents répertoriés dans les librairies de la planète. En éliminant les répétitions, les algorithmes, en éliminant les répétitions, les microfiches, les enregistrements sonores, les cartes vidéo, les publications gouvernementales, les algorithmes de Google ont ramené ce nombre à 130-140 millions de livres représentant le savoir écrit et conservé de l'humanité. Notons que ce nombre est théorique, qu'il a été calculé en 2010 et que la quantité de livres publiés ne cesse d'augmenter. Nicolas Bayer est donc parti de ces données pour calculer le nombre et la puissance des ordinateurs nécessaires à ce grand archivage qu'on peut très bien imaginer comme étant la plus grande archive de la connaissance de l'humanité. 140 millions de livres, fois environ 3 MB en moyenne par livre, ça nous donne 420 millions de mégaoctets.
En 2009, un serveur data de 1 pétaoctet était à peu près de la dimension d'un des blocs que vous voyez à l'écran. En 2013, l'année de production d'Engram, on peut penser qu'on pouvait, dans cet espace, télécharger tous les livres écrits du monde depuis les débuts de l'humanité. Nicolas Bayard donne ainsi, avec Engram, une image figée dans le temps de ce que serait l'espace de stockage de toute la littérature du monde selon la technologie du moment, une architecture mémorielle, un artefact de la mémoire informatique. Cette structure est aussi comme une photographie. Nicolas Bayard est d'abord un artiste photographe, mais une photographie à l'ère de la post-photographie, c'est-à-dire sans l'appareil photographique. C'est une image d'archive de ce que serait l'espace de stockage de toute la littérature du monde à un moment précis du temps. Mais cette image arrêtée, cristallisée dans cette architecture de mémoire, est déjà une image archaïque, puisque la technologie évolue avec une si grande rapidité que cet espace de base de données est déjà dépassé, déjà obsolète. Engram signale en fait la rapidité avec laquelle l'ordinateur produit une obsolescence, c'est-à-dire une perte de mémoire. John Ruffman a pris pleinement acte du tournant numérique des sociétés contemporaines et de l'obsolescence qu'il génère. Il travaille entièrement, spécifiquement, et j'ai envie de dire de manière autoréférentielle, à partir de l'univers virtuel de l'ordinateur. Il recycle, recompose, réorganise la matière propre du numérique. Réalisé en 2013, Remember Carthage est une investigation sur la nature de la mémoire qui trace un lien entre l'ordinateur et l'espace topographique de la cité. L'œuvre est une animation 3D composée d'un étrange mélange d'univers virtuels, de paysages reconstitués, de ruines, de décors, de séquences d'animation tirées de jeux vidéo PlayStation 3. Il explore aussi les systèmes virtuels comme Second Life, qui sont vus comme des moyens pour s'échapper du monde réel, pour créer des communautés anonymes, des sous-cultures en ligne et qui permettent l'exploitation de jeux de rôle. Remember Carthage reprend aussi la posture du voyageur ou de l'explorateur romantique à la recherche de terres inconnues, mais pour la transposer dans des mondes numériques virtuels où les repères spatio-temporels semblent à la dérive. La figure de l'explorateur incarne ainsi celle du navigateur sur Internet. Le film d'animation commence d'ailleurs sur des images qui proviennent possiblement de Google Earth et dont le mouvement est caractéristique de la navigation sur ce site, débutant avec des images en plongée vues par satellite. Et la narration commence enchâssée dans cette topographie. Est-ce que j'ai mon... Ah oui, ici. Et là, aussi petit, hein? Laissez la barre d'espace. OK, ici, comme ça, c'est... Je ne dis pas comment c'est minuscule. I had moved to Vegas in the hopes that I had finally found a place that suited me. It did not pretend to be anything other than its surface. But the people ruined it for me. Louis? Bon, je vous enlève la vidéo à un moment un peu spécial. Je vais y revenir tout à l'heure. Les vidéos de John Ruffman, évidemment, sont disponibles sur le web. Il les fait pas pour des espaces de musée, il les fait au contraire pour qu'ils soient diffusés. Vous pouvez y avoir accès. Je vais vous montrer un autre extrait un peu plus tard. Le récit se poursuit. En naviguant sur le web, le narrateur découvre l'existence d'une ville disparue et se lance à sa recherche. Son périple va le mener à travers l'océan, puis à travers le désert. Sur le plan narratif, Remember Carthage raconte une double quête.
la recherche d'un lieu de villégiature abandonné en plein désert du Sahara et un périple dans les paysages mouvants de la mémoire à la recherche de soi. Le narrateur, une voix off à la première personne, comme vous avez pu l'entendre, traverse un paysage sans frontières définies, sans commencement ni fin. D'une voix mélancolique, vous l'aurez reconnu, il nous fait pénétrer à l'intérieur d'un monde entièrement simulé, virtuel, et comme dans plusieurs des œuvres de John Ruffman, un sentiment d'aliénation et de solitude structure cette quête. Là, je veux vous montrer un autre extrait. Oui. Un peu plus tard, l'extrait. Le narrateur cherche à retrouver une cité perdue, mais dans un monde virtuel délocalisé, où les marqueurs d'espace apparaissent comme des signes flottants sans ancrage. Il cherche à se remémorer, à établir des liens, des connexions, mais il reste incapable de saisir ce qui est réel et stable autour de lui. Au fur et à mesure que son périple avance, il s'enfonce de plus en plus. Il erre dans sa mémoire comme il erre dans le monde virtuel de l'ordinateur. Ce récit est celui d'une quête semblable aux jeux vidéo. Plusieurs séquences fonctionnent en boucle, voire en spirale. On revoit les mêmes lieux, les mêmes personnages, ce qui augmente le sentiment de délocalisation du protagoniste. Dans la logique narrative des jeux vidéo, on retrouve le même procédé. Par exemple, lorsque les protagonistes meurent et ressuscitent incessamment lors de leur périple. Il n'est pas clair si le narrateur de Remember Carthage arrive finalement à ses fins. En dépit qu'il se déplace constamment, il est pris dans une spirale. Au lieu de trouver le sens qu'il cherchait, il semble se perdre encore plus profondément dans sa quête et son but semble de plus en plus s'éloigner. La mémoire pour John Ruffman est le lieu du souvenir, mais aussi et surtout celui de l'oubli, de la perte et de la redécouverte. Il dit d'ailleurs que l'essentiel de son travail consiste à montrer comment ces mondes virtuels ne changent pas seulement la façon dont nous interagissons avec notre environnement, mais également la façon dont nous expérimentons et nous remémorons le passé. Mais quelle est donc cette fascination pour la mémoire? La mémoire ne serait pas tellement liée au passé, comme l'histoire s'attarde à établir la continuité des événements dans le temps, mais à la redécouverte ou à l'actualisation du passé dans le présent. Pour Walter Benjamin, dont l'approche de l'histoire reste encore aujourd'hui singulière, l'historien actualise le passé, comme une des phrases célèbres de ses textes sur le concept d'histoire le précise. Je vous cite ici de mémoire un passage qui se trouve à la thèse 6. Articuler historiquement le passé, écrit Benjamin, ne signifie pas de le connaître tel qu'il a été, mais de s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit au moment d'un péril ou au moment d'un danger. Le mot varie, si je me souviens bien, selon les traductions. Pour Benjamin, il ne s'agit pas de composer l'image éternelle du passé, mais au contraire de faire une expérience unique d'une rencontre avec le passé. C'est peut-être ce qui distingue le travail des historiens des différentes postures d'artistes qui se multiplient actuellement, que ce soit l'artiste en archiviste ou en ethnologue dont a parlé Al Foster, l'artiste en historien dont a parlé Mark Godfrey, ou en archéologue dont a parlé Dieter Rollstrater, et pourquoi pas ici l'artiste en explorateur. Je voudrais terminer en vous lisant une remarque de John Ruffman lors d'un récent entrevue qui trace un lien justement entre la posture de l'explorateur et celle de l'ethnologue qui fouille le passé. J'ai volontairement conservé dans la traduction de l'anglais les références au langage informatique, même si elles résonnent un peu bizarrement en français. Je m'intéresse à retrouver le passé, répond John Ruffman, dans le présent. À suivre l'héritage, je m'intéresse à retrouver le passé dans le présent, à suivre l'héritage actuel de la tradition romantique et à voir comment dans les jeux vidéo et dans l'Internet beaucoup de cette tradition subsiste. Cela rejoint mon intérêt pour l'exploration visuelle et sa connexion à la figure romantique de l'explorateur. Je m'intéresse aussi comment ces nouveaux mondes changent la culture générale, mais la culture est une chose si immense que je préfère l'aborder en regard des sous-cultures spécifiques dans la tradition de Walter Benjamin et de l'ethnologue. On peut apprendre énormément en observant les cultures marginales et les objets culturels de la société. Plus la culture est marginale, plus elle est éphémère, plus l'objet est passager, je pense, plus il est actuellement
refléter, et plus il peut actuellement refléter et révéler la culture en général. Merci.